Vous regardez l'émission Éco-Région en collaboration avec Romandie Formation et son brevet fédéral de spécialiste en gestion de PME. Déjà près de 400 leaders formés dans 30 secteurs différents partout en Suisse romande au sein de 4 centres de formation. Pour en savoir plus, rendez-vous sur romandieformation.ch. Madame, monsieur, bonjour ou bonsoir, bienvenue dans Éco-Région sur NRTV, votre émission dédiée à l'économie et au business de notre région. Et oui, c'est l'automne et peut-être comme la plupart des gens, vous vous baladez en forêt, c'est la saison idéale avec les belles couleurs, les feuilles mortes et puis le ramassage de champignons. Et bien peut-être vous vous posez la question, oui, ces forêts sont-elles un business ? Oui, c'est un business et notamment dans notre région et dans notre district de Nyon, l'entreprise qui possède la plupart des forêts de notre district, c'est l'AGFOR. Bonjour Amaury Hannen. Bonjour. Alors vous êtes le directeur de l'AGFOR, une association avec plusieurs communes. On va pouvoir en parler puis détailler un petit peu que la gestion des forêts, c'est un business, que ce soit la vente de bois, mais aussi les travaux. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Stéphane Meyer, bonjour Stéphane. Bonjour Alexandre. Alors Stéphane, vous allez nous présenter en quelques mots l'AGFOR. Déjà un petit historique, je le disais, une association de communes. Justement, c'est une entreprise pas comme les autres. Oui, alors si on essaie déjà un petit peu de comprendre comment fonctionne l'AGFOR, qu'est-ce que c'est que l'AGFOR ? Quelques éléments clés. Tout d'abord, l'AGFOR a été créée en 2006 sur une initiative qui vise à regrouper 15 communes propriétaires de cette association, avec une direction nommée en 2011. Monsieur Hannen en fait partie en effet depuis 20 ans. On va en parler plus en détail. C'est environ 3700 hectares forestiers pour le district, pour le regroupement de l'AGFOR, qui représente à peu près 5000 terrains de foot pour représenter ce qu'un hectare peut représenter. On va le voir justement avec cette carte qui suit, Stéphane. Oui, alors ici on peut voir les différentes communes du nord au sud du district, donc 15 communes qui couvrent une bonne partie du territoire du district, pas l'ensemble mais une bonne partie, et c'est l'ensemble de ces communes qui regroupent et qui font donc l'institution décisionnelle dans cette entreprise. Je le disais, les forêts c'est aussi un business, justement les forêts ça représente quoi chez nous, en Suisse, dans le canton de Vaud, dans le district ? Oui, alors les forêts, on en fait toute une économie diverse. On va utiliser ce bois pour différentes choses. C'est environ un tiers du territoire suisse, 40% du territoire sur le district de Nyon, composé à 85% de forêts publiques et 15% du portefeuille de l'AGFOR sont des forêts dites privées, on va voir, par des tiers ou des entreprises privées. En chiffres, la cartographie de l'AGFOR, quelle est-elle ? Alors, l'AGFOR, c'est 3,5 millions de chiffre d'affaires en augmentation 15% par rapport à 2022, 5 à 10% annuel depuis sa création. Donc, une entreprise qui se porte très bien. On va essayer de comprendre un petit peu comment ce chiffre d'affaires a évolué au cours des dernières années avec de nouvelles prestations, des nouveaux mandats des communes et différentes choses. C'est 15 employés pour un équivalent de 13,5 temps plein pour 20 000 mètres cubes de production annuelle. Et puis, 54% des prestations sont pour les communes membres, 46% pour des communes tiers et des entreprises privées. En termes d'activité, on parlait à la fois de travaux, de réaménagement des forêts, mais aussi de la vente de bois. Ça représente quoi si on regarde le pourcentage des activités ? Oui, alors si on compare un petit peu l'ensemble de ces activités, la récolte de bois, c'est 32% des activités. L'exploitation de chablis, donc ce qu'on appelle le chablis, c'est un peu le bois mort, le déchet, l'entretien pour tout ce qui est de la sécurité. Donc ça, 21%. Il y a encore une dizaine d'années, le chablis était près de 0. Ça représentait une dose très faible. La récolte de bois était à plus de 50%. On voit qu'on va en parler lors du changement un peu climatique et donc du changement de structure de ce métier. Le chablis a une forte augmentation. Et puis d'autres éléments comme la construction de bois, le soin à la forêt, les travaux d'hiver, etc. Ce qui occupe une grande part aussi dans la vente de bois, en augmentation constante ces années, c'est le bois énergie. Réchauffement climatique, effectivement, développement durable, on réfléchit à ces solutions-là. Oui, c'est la première raison pour laquelle on exploite aussi du bois en Suisse. C'est 45%, c'est pour le bois de sciage, 55% pour le bois énergie, donc qui a un mix à peu près équivalent au niveau national, un tout petit peu plus surreprésenté au niveau du sciage pour l'AGFOR, mais de manière générale, c'est à peu près ça les chiffres. Et on voit que 96% du bois est valorisé. En Suisse, seuls 4% part à l'export, donc vraiment une part tout à fait minime. L'économie du bois et l'économie des forêts dans le canton de Vaud par rapport à la Suisse, ça représente quoi ?
Alors si on regarde au niveau comparaison entre la forêt suisse et les forêts vaudoises, on a à peu près 127 000 hectares sur le canton, ça représente 11% du territoire de forêt sur le canton de Vaud, alors qu'en termes de conversion en résultats économiques, on représente que 5% de ce qui se fait au niveau national, avec 29 millions de chiffre d'affaires que représente cette économie-là. On peut voir cette économie sous différents angles, et puis en fonction des différentes entreprises qui interviennent, on va essayer d'aller un peu plus en détail de ces chiffres. Eh bien voilà une belle base sur laquelle discuter donc tout au long de cette émission. Stéphane, merci, rejoignez-nous à table. Amaury Hannen, donc, eh bien effectivement vous êtes le directeur de cet AGFOR, vous êtes là depuis une vingtaine d'années, donc eh bien la gestion forestière c'est votre dada, vous connaissez, vous êtes donc de bassin, et puis on le disait, une association de droit, donc détenue par des communes, une quinzaine, mais qui fonctionne comme une entreprise. C'est vrai que c'est pas banal. Expliquez-nous un petit peu comment ça marche entre public et privé. Disons que notre association, à sa création, elle avait pour but de fournir des prestations à ses membres et puis de ne pas fonctionner comme une entreprise ou comme une autre association où là, on répartit des charges entre communes. Ici, nous, notre volonté, c'était de réaliser des prestations et de faire financer ces prestations par les membres, et c'est-à-dire une action réalisée, une action payée par un membre et sans obligation pour toutes les communes d'utiliser ou non les prestations du groupement. Oui, donc il n'y a pas de subvention directe. En fait, c'est des prestations donc, que vous fournissez aux communes. Donc il y a une forme de subventionnement, mais qui n'est pas direct. Voilà, ce n'est pas un subventionnement, c'est vraiment un échange de prestations. Les communes nous demandent de réaliser des prestations, en échange, nous les réalisons. Avec toute l'efficience nécessaire liée à la gestion forestière. Et ça reste la plupart de votre activité, hein. On a vu les chiffres, hein, plus de la moitié de votre activité, c'est à destination des communes membres. Hein. Voilà, exactement. Et puis après, on a aussi développé tout un catalogue de prestations pour les forêts privées, afin de leur rendre des services que d'autres peut-être ne feraient pas avec la même qualité que nous réalisons. Et c'est un pari réussi finalement, parce que si on remonte le temps en 2006, c'était un pari de lancer ça, et finalement ça a payé, Stéphane le disait, une croissance toutes ces années, un chiffre d'affaires en croissance, un bénéfice aussi en croissance. Qu'est-ce qui a fait que ça a payé finalement de faire ce modèle-là ? Le modèle de base pensé en 2004, c'était au fond d'un bureau à Bassin où on s'est dit qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer les conditions forestières. C'était de se réunir en un centre de compétences, de développer un maximum de prestations et de toujours de faire de la veille technologique en forêt. En 2004, ça n'existait pas, ces groupements forestiers à travers le canton de Vaud, donc on était un peu une start-up. Ouais. Il a fallu convaincre, bien évidemment, les communes, les conseils communaux de rentrer dans cette association pour se regrouper, pour faire les choses ensemble. Et petit à petit, le chemin s'est fait. On a pris des options stratégiques, des choix stratégiques, dans le bois énergie par exemple, afin de donner la valeur ajoutée aux produits bois. Est-ce que ce modèle a servi d'exemple et ça a été répliqué maintenant dans le canton, ou est-ce qu'il existe encore d'autres modèles existants ? Alors je pense que notre groupement forestier, c'est un modèle, mais pas le modèle. Je pense que chaque région a développé son propre système en adéquation avec ses besoins. Si vous êtes dans les Préalpes où il y a beaucoup de forêts de protection, peut-être que le modèle qui est réalisé chez nous n'est pas le bon et il sera peut-être meilleur ailleurs. Et ça, nous, on n'a jamais considéré que c'était le modèle. C'est un modèle comme un autre et ceux qui veulent prendre ce qu'il y a de bon chez nous le prennent et le transposent chez eux. Et pourquoi ces 15 communes-là et pas toutes les communes du district ? Alors, historiquement, ce qu'il faut savoir, c'est que les territoires forestiers sont divisés en triage forestier où un garde forestier s'occupe de la gestion forestière et des tâches pour le compte de l'État de la police forestière. Et cette réunification de trois triages a constitué le groupement. Il était question en 2004 de savoir si on regroupait 6 triages. Et après, de la volonté commune de chacun, c'était de mieux de partir avec des plus petites structures qui soient aussi plus souples et aussi à échelle humaine, on va dire, pour les municipalités qui doivent les administrer. D'accord, et donc les 3 autres triages sont également un groupement ou ils sont indépendants ?
Les 3 autres triages sont un groupement aussi, ça s'appelle le groupement forestier de la Sobra, tout à l'ouest, mais il y a aussi des communes du district de Morges qui sont dans ce groupement forestier. Stéphane, le succès de cette entreprise, maintenant depuis pratiquement une vingtaine d'années, faut le décortiquer aussi, parce que c'est vrai, il y a ce succès d'avoir pensé à un regroupement de communes, mais ça suffit pas, parce qu'on a vu, ok, c'est la moitié des activités qui sont destinées aux communes, mais il y a aussi le privé. Comment est-ce qu'on explique ce succès de la G4 ? Alors, l'expliquer, en effet, je pense que c'était un bon choix de se regrouper, donc c'est-à-dire de regrouper les forces, diminuer les coûts. On a fait de l'économie d'échelle simplement en regroupant cela, avoir une meilleure planification sur le territoire globalement. Et puis, on le voit aussi avec la diversification un petit peu. Donc, il y a des éléments politiques, comme par exemple la promotion du bois en construction, les nouvelles normes qui existent aussi au niveau du bois de chauffage, pour ce qui est l'augmentation finalement du bois de chauffage grâce à des nouvelles normes de filtrage et autres qui font qu'on encourage un petit peu l'utilisation du bois. Donc c'est un peu des 2 éléments. C'est un bon modèle d'affaires qui s'est développé également avec d'autres produits, d'autres prestations qu'on va voir un peu plus loin. Et également, je dirais que l'environnement a évolué dans le bon sens pour le groupement forestier. L'environnement au point de vue politique et légal. Pour ce qui est de l'environnement climatique, on va en parler, a plutôt tendance à malheureusement baisser, en sachant qu'un bois vert coûte entre 90 et 110 francs le mètre cube, et dès que ce bois est mort, on a vu tout à l'heure le chablis représentait une part importante, il vaut plus que 40 à 60 francs, quasi 2 fois moins cher. Ouais. Donc, entre guillemets, ce que le bois pouvait rapporter il y a environ 50 ans, on en parlait, 1 heure en forêt pour un forestier, c'était 1 semaine de salaire. Aujourd'hui, 1 heure de coupage, c'est 1 heure de salaire. Point. On va revenir effectivement sur cette actualité, Stéphane, dans un deuxième temps, mais déjà peut-être, Monsieur Hannon, vous êtes d'accord avec l'analyse que fait Stéphane ? Oui, je veux dire, je crois que dans l'ensemble de la Suisse, la diversification des exploitations forestières conduit à un facteur de succès puis à une rentabilité. Notre objectif, nous, c'est d'entretenir les forêts selon le principe du développement durable et de valoriser le bois qui en sort, d'optimiser la valorisation du bois qui en sort, soit en arrivant à garder toute la chaîne d'approvisionnement, comme par exemple pour le bois énergie, en allant du pied de l'arbre jusqu'au consommateur final. À ce moment-là, toute la valeur ajoutée revient au propriétaire de la forêt. Et bien évidemment, dans le bois de sciage, c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est une échelle industrielle, bien que prochainement, on va reprendre une scierie, on aura peut-être l'occasion de causer plus tard. Celle de Marchessis, on peut le dire déjà. Exactement. Au 1er janvier. Au 1er janvier, exactement. En essayant, l'objectif aussi, c'est sur les peut-être 1000 mètres cubes qu'on va scier dans cette petite scierie, c'est d'obtenir 10% de valeur ajoutée sur le produit bois par rapport à si on le mettait dans le marché. C'est également, en termes stratégiques, intéressant, c'est-à-dire qu'on essaie de s'approprier l'ensemble de la valeur ajoutée. Alors, c'est ce qui s'est passé en faisant ce regroupement, encore plus en faisant l'acquisition d'une scierie, et donc de pouvoir minimiser les marges d'intermédiaires et conserver, au fait, le contrôle de l'ensemble de la chaîne de production, du pied, donc du bois encore en forêt, jusqu'au bois scié en planche. On a l'ensemble de la valeur ajoutée, et donc l'ensemble des marges qui sont à un seul endroit. Pour autant qu'on ait le contrôle. Et justement, vient ma question, qui c'est qui fixe le prix du bois à Maurianen ? Alors, dans le bois énergie, disons qu'il y a un marché. Dans le bois énergie, c'est un marché qui est ouvert, où il y a concurrence, où le prix, par exemple, pour la plaquette forestière, il est défini sur appel d'offres. Ouais. Donc, on est soumis à concurrence pour certains marchés. Donc, le prix est fixé. Et pour tout ce qui est lié à la scierie, là, c'est l'industrie du bois qui le fait, puis c'est plutôt le marché global, le marché européen, le marché mondial, qui fixe le prix du bois qui est... Et là, on parle de bois rond. De bois rond, exactement. Ouais, pas de bois scié, vraiment de bois rond. Et pour le sciage, c'est un marché industriel. Le bois n'est pas protégé comme dans d'autres domaines d'activité. Donc, il est soumis à la concurrence internationale et européenne. Donc, entre 90 et 110 francs, disait le mètre cube, c'est ça, de bois. Exactement. Ouais. Alors, l'autre chose où on peut se poser la question, est-ce que vous avez le contrôle là-dessus ou non, c'est sur la coupe de bois. Parce que les forêts sont protégées. Il y a aussi toute cette politique autour de la biodiversité, du rajeunissement de nos forêts, de la conservation de nos forêts. Aujourd'hui, qui décide ce qu'on peut couper et combien on coupe ? Alors, l'ensemble des propriétés publiques ont l'obligation d'établir des plans de gestion qui définit en fin de compte les objectifs et les mesures pour 10 ans, avec dans ces objectifs et mesures le volume de bois qui est possible de récolter. Et puis après, ça définit, c'est ce qu'on appelle nous la possibilité de coupe, et ça donne le droit de coupe maximum qu'une commune peut prélever. Après, c'est nous, gestionnaires forestiers,
qui exploitons le bois en essayant de trouver l'équilibre entre entretien du milieu naturel et valorisation de la ressource. Et en fonction des marchés, on essaie de s'adapter. On va aller plutôt exploiter cette forêt-là parce qu'elle répond mieux, les bois qu'on va y sortir répondent mieux au marché, etc. etc. Donc c'est ce jeu d'équilibriste qu'il faut trouver pour essayer de rendre les forêts, on va dire, le plus bénéficiaires possible. C'est ça, et ça, c'est sous l'ordre cantonal, hein, on est bien d'accord. Alors, la décision, les droits de coupe sont validés par le canton, ouais. C'est pas la liberté de choix. Stéphane, ça fait pas mal de contraintes, finalement. Comment est-ce qu'on arrive, quand on est une entreprise comme ça, dépendant aussi des communes, pour régater, finalement? Alors, on voit que ça peut être une contrainte, mais cette contrainte n'est jamais appliquée à 100%. Hein. Les quotas sont jamais atteints à 100%. On est plutôt de l'ordre des 80 à 90% des quotas. Donc, apparemment, la gestion et les prévisions au niveau cantonal semblent assez bonnes, hein. Ce qui fait qu'on y est. Est-ce qu'on ne coupe pas le 100% parce que les besoins ne sont pas là, mais aussi, ce serait peut-être aussi créer un effet de stock qui va dévaluer sur le marché après. Si on a trop coupé, on risque de dévaluer la valeur. On sait que la Suisse est le pays européen qui a le plus de stock de bois au niveau en comparaison internationale, mais largement devant tout le monde, tous les autres Européens. Donc, on risque d'appauvrir finalement la valeur de notre propre produit si on en coupe trop. Donc c'est aussi là le jeu d'équilibre, c'est entretenir, amener suffisamment de produits sans saturer le marché pour éviter une baisse globale du prix. Et pour autant, parlons-en, parce que dans les activités, Stéphane en disait un mot, hein, avec le réchauffement climatique, nos forêts faisaient l'actualité l'année passée, puisque elles étaient toutes très rouges, et d'ailleurs très desséchées, hein, avec l'année 2023 que nous avons connue, ce qui pose passablement, pas mal de soucis, parce que ça veut dire abattre pas mal de bois, là peut-être aussi en replanter ou pas, on va en discuter, mais à l'avenir, déjà j'aimerais savoir en 2024 quelle est la situation, est-ce qu'elle s'est aggravée ou pas en fonction de cette sécheresse et de la sainteté de nos forêts? Alors de mon point de vue, elle s'est aggravée. Ce malgré une météo pas très favorable pour les grillades cette année. Oui, mais, météo plutôt pluvieuse cette année. Plutôt pluvieuse, mais... Et pour autant, ça s'aggrave. Et pour autant, ça s'aggrave. Le milieu naturel, en général, la réponse au changement climatique, elle ne se fait pas de l'année qui suit. Il y a un effet d'inertie sur 5-7 ans. Hein. Donc, on a le résultat des périodes de sécheresse de ces dernières années. Aujourd'hui, on assiste quand même à une épidémie, on va dire, d'attaque de scolytes, donc le Böstrich, communément appelé comme ça. Et, alors, on est à la fin aujourd'hui, mais cette année, cet été, ça a été vraiment en pleine expansion. On a fait quelques travaux forestiers pour essayer de limiter le risque sanitaire, mais on voit que repassant un été, on a les travaux qu'on a réalisés pour diminuer l'attaque des insectes, elle a été quasi nulle. Donc, on recommence encore une fois à réaliser ces travaux. On peut imaginer les impacts bien sûr négatifs d'un point de vue écologique, hein, finalement si nos forêts petit à petit se dessèchent, mais quels sont les impacts économiques concrets sur votre entreprise dans les prochaines années? Vous vous attendez à une diminution de vente de bois vert du coup? Alors c'est plus compliqué que ça parce qu'effectivement on va devoir récolter du bois sec pour assurer la sécurité ou bien pour lutter contre le Böstrich. Ça va engendrer une perte économique, quoique on est en train d'étudier quelles sont les mesures efficientes qui vont nous permettre de valoriser ce bois dans une chaîne d'approvisionnement X ou Y à moindre coût pour essayer de tourner à zéro au niveau des chiffres. C'est du bois que vous ne pouvez que vendre pour la chauffe. On peut aussi le vendre pour le sciage, hein, mais simplement que les prix, dernièrement, on a reçu des prix à la scierie, du bois comme ça qu'on a mis, on a quasi meilleur temps de le mettre en énergie. Donc nous aussi, on calcule cet équilibre, à quel moment on a meilleur temps de colloquer du bois en énergie parce qu'il est moins bien payé en scierie et aussi moins de travail de le mettre en énergie que de le mettre à la scierie. Donc ça va engendrer des travaux, mais ce qu'on imagine aussi dans le futur par rapport aux objectifs de gestion forestière, c'est qu'on va certainement devoir exploiter plus la forêt pour la rajeunir plus vite parce qu'on a des forêts vieillissantes. Maintenant, bien évidemment, avec tous les aléas qu'on connaît, les aléas économiques, les aléas naturels, qui vont devoir se mettre en équilibre avec tout le reste. Donc, je dirais que pour nous, économiquement ou en termes de volume de travail, je pense que ça va augmenter gentiment, en tout cas au niveau de la coupe, même au niveau des soins à la jeune forêt, parce qu'on va devoir replanter plus que ce qu'on faisait ces 20 dernières années.
Donc je dirais qu'en termes de soins à la forêt, Oui. il y aura un investissement supérieur à faire par rapport à ces dernières années. Donc, si je vous entends, c'est que votre activité va petit à petit diminuer peut-être en termes de vente de bois, mais peut-être augmenter en termes de prestations, de travaux et de rajeunissement de la forêt. Donc, petit à petit, ça peut peut-être s'équilibrer, c'est ça? Ça va s'équilibrer, mais je pense qu'on aura ces 10 prochaines années une augmentation de la récolte de bois, c'est-à-dire du prélèvement des bois en forêt. Alors, peut-être que le chiffre d'affaires va augmenter, mais la marge bénéficiaire risque de baisser, hein, sachant que ce sont des prestations qui ont une marge moins intéressante. Donc l'excédent qu'on voit depuis quelques années, qui n'est pas excessif, mais qui est tout à fait raisonnable, risque, lui, de fondre légèrement. Voilà, il risque de fondre légèrement. Les communes, on essaye depuis de nombreuses années, à essayer de jouer l'équilibre dans les comptes forestiers pour les communes. Hein. On va continuer à essayer de le faire. Mais ça, c'est notre métier aussi de technicien, de trouver les mesures, comme on l'a fait en 2004, où il y a eu tous ces effets de rationalisation. Sur l'exploitation des forêts. Pour que je comprenne bien, juste Stéphane, pour que je comprenne bien, ça veut dire que c'est plus intéressant de vendre du bois, donc de vendre un produit, plutôt que de faire du service d'entretien. Tout à fait. D'autant plus qu'on voit, l'AGEFOR a une particularité, c'est qu'il a deux grandes sources de revenus que sont en effet la récolte de bois, l'exploitation et les soins en forêt. Et en troisième place des produits viennent les subventions, à hauteur d'à peu près 10%. Ce qui, au niveau national, est complètement différent, c'est-à-dire qu'en règle générale, au niveau national, c'est 30% de la récolte de bois, 30% de subventions, et le reste arrive bien derrière. Alors que l'AGEFOR a réussi à créer une diversité de produits aussi, avec la vente de différents produits que vous pouvez faire, autres, de génie forestier, comme on peut le dire. Mais probablement, dans les prochaines années, l'AGEFOR va se rapprocher de ce qui se passe dans les autres cantons, les autres régions, avec une part de subvention qui risque malheureusement de devoir prendre plus de place dans le mix financier de l'entreprise. Alors, quelles sont les solutions que vous envisagez? Parce que j'imagine que vous êtes en train de prédire petit à petit ce qui va se passer à l'avenir. Vous le voyez venir avec le réchauffement climatique, la sécheresse. Vous dites que ce n'est pas arrivé aujourd'hui, quoi. Ça fait 20 ans qu'on voit la forêt se transformer. Alors, comment vous envisagez l'avenir? Disons que là, on voit, mais ça s'est accéléré ces 5 dernières années. Ce qu'on vit aujourd'hui, on l'imaginait plus ou moins de 10 ans. Donc c'est clair que ça, il y a une forte accélération ces 5 dernières années. Bien évidemment, nous, en tant que forestiers, on est un peu dépités de voir la situation de nos forêts. Et maintenant, on est en train de passer au stade de quelles sont les nouvelles opportunités qui vont nous permettre de gérer ces forêts de manière durable et de continuer comme ça. Donc actuellement, on est en pleine révision de ces fameux plans de gestion qui vont fixer les mesures. On est en pleine révision. Et là, on voit la tendance, c'est l'augmentation des volumes de coupe pour rajeunir la forêt, diminuer le volume sur pied. Comme vous avez dit, il y a un gros stock. Diminuer le volume sur pied, augmenter les plantations pour introduire des essences forestières qui répondent au changement climatique. D'accord. Donc transformer aussi la forêt et le type d'arbres qu'on va voir chez nous, en fait. Exactement, oui. Pour imager, les forêts que vous trouvez ici au bord du lac à 400 mètres, à 2100, selon les pronostics par les instituts fédéraux de recherche, on la retrouvera à 1100 mètres d'altitude. Ah oui. Donc on voit, mais la forêt, c'est pas un champ de maïs. Hein, c'est pas, cette année, le maïs n'a pas été, je le coupe et je mets du blé demain. La forêt, c'est 100 ans. Pour convertir une forêt. Donc ça, c'est un travail que je commence et puis que mes successeurs, pendant 2 ou 3 générations de forestiers, vont continuer à faire en fonction de ce qui va leur arriver dessus, parce que voilà, on vit d'héritage en forêt. Donc on peut envisager des essences méditerranéennes au bord du lac d'ici une 50aine d'années. Ah, très certainement, oui. Bon, en fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est que l'activité forestière, il ne va jamais en manquer, là. Non. Ouais. Là, ça reste un business à avoir. Et alors, chez nous, certes, mais il faut aussi regarder un petit peu déjà dans le pays, comparer un petit peu notre district, notre canton de Vaud au pays, Stéphane, mais aussi avec nos voisins. Parce que quelle est la part de bois aussi que l'on consomme chez nous, qui viennent de nos forêts de l'AGEFOR, et quelle est la part aussi du bois qu'on importe? Ces tables, là, par exemple, on peut se poser la question aussi, est-ce que c'est du bois qui vient de chez nous ou est-ce que c'est du bois qu'on importe? C'est toute la question. Hein. Oui, malheureusement, malgré de nombreuses recherches, on n'a trouvé aucune statistique qui nous dit le nombre de tables fabriquées à partir de bois suisse. Je peux dire exactement qu'on utilise environ 1 million de mètres cubes pour la construction en Suisse, et pour ce qui est de l'ameublement, environ 800 000 mètres cubes. Par rapport au volume que représente la coupe en Suisse, c'est des petits pourcentages, de l'ordre de 5% à peu près, du bois utilisé pour l'ameublement.
difficile de projeter, peut-être 10-15% des meubles achetés en Suisse sont issus de bois suisse. Je pense qu'on serait plutôt autour des 5%. Mais là aussi, c'est que de la projection. On n'arrive pas à obtenir de données très précises. Donc, est-ce que c'est l'avenir? Peut-être pas. On voit par contre 2 autres opportunités pour ce qui est du bois suisse. Oui. Déjà, le bois de chauffe est en forte progression et considéré comme étant la méthode de se chauffer la plus économique et écologique aussi de plus en plus. Et puis l'autre chose, c'est le bois pour la construction, qui depuis une dizaine d'années a revu un regain au niveau des nouvelles normes SIA, on en parlait, donc les nouvelles normes au niveau de l'architecture, et puis aussi les nouvelles technologies qui existent autour du bois qui permettent d'utiliser du bois pour également de l'immeuble ou de la surélévation et d'autres types de choses de ce type-là. Donc on voit que pour la construction, le bois a encore un beau potentiel de développement en Suisse, et là on aime bien utiliser le bois suisse, mais c'est pas que du bois suisse. Ouais. Amaury Hanan, est-ce qu'on utilise assez notre bois suisse? Est-ce qu'on utilise assez le bois de nos forêts? Jamais assez, puisqu'on voit les chiffres parlent pour eux-mêmes. On a une exploitation possible de 5 millions de mètres cubes en Suisse, et puis on en utilise environ 1 million, selon vos chiffres. Donc, bien évidemment, on sous-exploite nos forêts, c'est-à-dire qu'on n'arrive jamais à atteindre le potentiel. Donc, non. Et pour le renouvellement, ce serait bien qu'on utilise plus ces forêts. Alors pour le renouvellement, bien sûr, là on a des forêts qui sont vieillissantes avec des volumes sur pied par hectare, c'est notre méthode de calcul, on dit il y a tant de mètres cubes de bois par hectare, par terrain de foot, qui sont beaucoup trop élevés, donc il faudrait rajeunir la forêt. Rajeunir la forêt, c'est-à-dire offrir une nouvelle dynamique forestière et puis avoir une forêt plus jaune et plus résiliente face au changement climatique aussi. Donc voilà, si vous avez des pépés dans la forêt, au bout d'un moment, ils ont tendance à augmenter la mortalité, un peu comme chez l'être humain. Donc, ce que vous dites, c'est que, par exemple, prenons l'Agéfort et les forêts de l'Agéfort, on pourrait utiliser davantage de bois. Bah oui, parce qu'on ne coupe pas le potentiel. Donc, on pourrait l'utiliser plus, oui, bien sûr. Alors, on est dans ces démarches-là. On parlait de mobilier. On a fait des prototypes, par exemple, de mobilier urbain pour nos communes un peu plus urbaines, comme Gland, Rolle, en mélangeant bois-métal, parce que voilà, il faut essayer de répondre. Et puis, ça, c'est des produits qui viennent de chez nous. On fait aussi la fabrication de tables et bancs plutôt on va dire, forestières, pour les places de pique-nique ou les choses comme ça. Donc on essaie aussi de notre côté de se diversifier puis d'apporter une valeur ajoutée à ce produit bois en le gardant le plus régional possible. Ouais, il y a aussi des projets comme ça, parce que c'est vrai qu'après, si on regarde avec les pays limitrophes, c'est sûr qu'on va retrouver peut-être des prix plus intéressants pour faire venir du bois, parce que c'est pas le même prix, en tout cas à la fin de coupe. Le travail n'est pas rémunéré de la même façon. Par contre, là où vous essayez de vous diversifier aussi, c'est de présenter des produits. Vous avez un shop en ligne pour acheter du bois. Vous avez maintenant un petit fourgon 7 jours sur 7 pour pouvoir se servir en bois, etc. Donc ça passe aussi par ce type-là d'initiative pour dire consommer du bois suisse. Oui, alors je pense que ça fait. On a mis en place ce Proxy Bois, ce self-service bois. On voit que depuis le début, ça marche. Il y a des achats chaque semaine. Bien sûr, il y a l'effet d'annonce. Quand on fait quelque chose de nouveau, il y a tout le monde qui y va. Mais on voit que même, on n'a pas refait de publicité depuis le mois de mars. On voit que ça continue à acheter. Les gens vont acheter leur carton de bois de feu, leur petit carrelet, etc. Et c'était la première pierre de l'édifice par rapport à la mise en place de notre projet de scierie, en essayant de rapprocher les gens de la forêt et du bois à travers nos activités. Ramener les gens à la forêt, que la forêt soit de plus en plus proche des gens. Stéphane, un dernier mot peut-être à dire là-dessus, sur aussi le contexte économique dans notre pays et puis ces histoires d'importation, d'exportation? Non, alors peut-être juste pour préciser, on voit qu'on n'utilise pas le plein potentiel, que le bois a plein de possibilités qu'on n'exploite pas encore, mais que c'est aussi un challenge à la fois politique et économique pour nous de transformer ce bois, de l'utiliser à bon escient. J'aurais peut-être encore une dernière question, c'est quelles seraient vos attentes politiques pour pouvoir avancer, accélérer ce changement de structure que vous devez être en train de vivre, ce changement de forêt, ce renouvellement de forêt? Qu'est-ce qui vous manque comme outil, comme artillerie politique au niveau national ou cantonal
pour aller plus vite ici? Ou est-ce que c'est le comportement des consommateurs qui doit évoluer? Alors, je pense qu'il y a le comportement des consommateurs, il y a le comportement des maîtres d'ouvrage. De la construction bois, on voit que même des fois des communes forestières oublient qu'elles ont un patrimoine forestier pour utiliser leurs propres sources. Est-ce qu'il faudrait imposer des quotas dans les constructions? Moi, je ne suis pas trop pour imposer des quotas, je suis plutôt pour la liberté de commerce, mais disons que je pense que ce qui est important, c'est qu'on n'a aussi hélas, pas de barrière aux frontières qui protègent la valorisation du bois. Alors, est-ce que c'est un artifice jouable ou pas jouable? Moi, à mon niveau, je ne peux pas le dire, mais disons que ça peut être un outil. Mais je dirais que l'objectif, c'est que tous les gens pensent local, vivent local. Les gens qui vont se promener en forêt, des fois, voient des tas de bois, ils se disent « Ah, mais ils ont coupé du bois », mais en fin de compte, ce bois, il a une valeur et il peut être valorisé localement et régionalement, ou même à l'échelle suisse. Déjà, utilisant du bois suisse, c'est déjà quelque chose. On a fait des expériences à Bassin avec l'ancienne législature. On a construit une piscine en bois, une grande salle en bois avec plus de 85% de bois suisse, et même du bois communal à quasi plus de 70%. Donc c'est ça l'enjeu. C'est faisable. Il faut prendre ce réflexe et essayer d'encourager l'utilisation de ces Exactement. Un circuit court. Le circuit court le plus vite, le plus possible. Je crois que si on prend l'agriculture qui développe ses marchés à la ferme, on est en forêt. En tout cas, nous, on essaie de développer ce même type de prestations à l'échelle locale. En même temps, 40% de notre district de Nyon est recouvert d'arbres et de forêts. Donc, effectivement, il y a de quoi faire. Merci infiniment à Amaury Hanen, donc directeur de l'AGFOR, cette association donc, de 15 communes de notre région et plus grande entreprise exploitante de bois donc, dans notre district. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous. Et merci à vous, Stéphane Meyer. On se retrouve le mois prochain avec un nouvel invité, bien sûr, donc dans Écorégion, votre émission 100% économie et business dans le district Nyon et notre région de la Côte. Merci d'avoir regardé cette émission. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis au mois prochain.